Pompidou, 14 mai 1968. Mesdames et messieurs, Paris vient de vivre des journées graves et sérieuses que le président de la République s'est longuement interrogé sur la possibilité de tenir ses engagements en partant en visite officielle pour la Roumanie. Après réflexion, il a jugé que le devoir d'État et la situation internationale de la France l'exigeaient. Au demeurant, Paris n'est qu'à 4 heures d'avion de Bucarest. De plus, le président de la République m'a remis avant son départ l'autorisation d'user des pouvoirs dont la Constitution prévoit délégation au Premier ministre en cas d'empêchement momentané ou d'absence du chef de l'État. Enfin, le général de Gaulle s'adressera le 24 mai au pays. Quant à moi, j'ai jugé évidemment indispensable de faire dès aujourd'hui une déclaration à l'Assemblée. Cette déclaration ne se substitue pas au large débat qui ne pourra manquer d'avoir lieu prochainement sur les problèmes de l'éducation nationale. Elle se veut brève et synthétique. Je traiterai d'abord des événements récents puis des problèmes de fond. Car il va de soi qu'au-delà des circonstances du moment, ces événements traduisent un mal dont nous devons chercher les racines et que le premier problème posé est évidemment celui de l'université. On me permettra de rappeler sans une forfaiterie l'effort accompli par le gouvernement en la matière. Face à l'appétit du savoir, au développement des connaissances, à la nécessité d'ouvrir l'enseignement supérieur aux enfants du peuple, aux besoins considérables de l'enseignement et de la recherche moderne, nous avons fait un effort immense. Dès 1958 à 1968, le nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur est passé de 180 000 à 530 000. Le nombre des maîtres, professeurs, maîtres assistants et assistants de 6 000 à 25 000. Le budget consacré à cet enseignement supérieur, tout compris, est passé ramené au nouveau franc de 635 millions à 3 milliards, soit en ancien franc plus de 700 000 francs par étudiant. Je l'ai déjà rappelé, nous avons mis au service depuis 6 ans des locaux universitaires dans la superficie dépasse celle de toutes les facultés existant en 1962. Au total, et en dépit d'inadaptations locales dues à des mutations soudaines dans le choix des étudiants entre les diverses disciplines, les besoins ont été couverts. Mais cet effort ne peut se suffire à lui-même, encore convient-il que les enseignements soient adaptés aux besoins de notre pays afin que les jeunes gens puissent, à l'issue de leur étude et les fluctuations passagères de la conjoncture économique, mis à part trouver l'emploi, la situation correspondant à leur acquis. En bref, le professeur dictant en cours à des élèves qui ne connaissent pas ou peu, l'étudiant bachotant les matières de l'examen ont vécu, tout est à repenser, y compris nos méthodes de sélection, qu'on me permette de dire que nul ne détient la solution de problèmes entiers, nouveaux, et dont les données sont aussi complexes que récentes et d'ailleurs variables. Des mesures hâtives ne sauraient faire que passagèrement illusion. Il faudra procéder par étapes, par approches successives, et dans un esprit de collaboration constructive si les enseignements et les étudiants s'y prêtent. Le gouvernement ne pourra que s'en féliciter. D'ores et déjà, j'ai décidé de faire appel à un comité de réflexion qui comprendra des représentants des professeurs, des étudiants, des parents d'élèves et des personnalités représentatives de toutes les familles spirituelles, à qui nous demanderons de nous fournir des suggestions et de nous proposer sinon des solutions, du moins des expériences. Je pense depuis longtemps que c'est dans la voie d'une autonomie plus large de chacune des universités, dans leur ouverture sur la vie extérieure et dans leur adaptation aux activités économiques et sociales, que se trouve l'issue la plus certaine. L'heure est venue pour que cèdent les résistances à ces réalités évidentes. De tout cela, le Parlement aura à prendre connaissance en temps utile. Mesdames et messieurs, rien ne serait plus illusoire que de croire que les événements que nous venons de vivre constituent une flambée sans lendemain. Rien ne serait plus illusoire également que de croire qu'une solution valable et durable puisse naître du désordre et de la précipitation. La route est longue et difficile. Il ne sera pas trop de la collaboration de tous pour atteindre le but. Le gouvernement, pour sa part, est prêt à recueillir les avis, à étudier les suggestions, à en tirer les conséquences pour ses décisions, mais il demande qu'on veuille bien mesurer les difficultés de la tâche. C'est qu'il ne s'agit pas simplement de réformer l'université
à travers les étudiants ce problème même de la jeunesse qui est opposé. Sa place dans la société, de ses obligations et de ses droits, de son équilibre moral même, traditionnellement la jeunesse était vouée à la discipline et à l'effort, au nom d'un idéal, d'une conception morale en tout cas. La discipline a en grande partie disparu. L'intrusion de la radio et de la télévision a mis les jeunes dès l'enfance au contact de la vie extérieure. L'évolution des mœurs a transformé les rapports entre parents et enfants comme entre maître et élève. Les progrès de la technique et du niveau de vie ont pour beaucoup supprimé le sens de l'effort. Quoi d'étonnant enfin si le besoin de l'homme de croire à quelque chose, d'avoir solidement ancré en soi quelques principes fondamentaux, se trouve contrarié par la remise en cause constante de tout sur quoi l'humanité s'est appuyée pendant des siècles. La famille est souvent dissoute ou relâchée, la patrie discutée, souvent niée. Dieu est mort pour beaucoup et l'Église elle-même s'interroge sur les voies à suivre et bouleverse tradition. Dans ces conditions, la jeunesse, non pas tant peut-être la jeunesse ouvrière ou paysanne, qui connaît le prix du pain et la rude nécessité de l'effort, mais qui plus est inquiète que d'autres aussi pour son avenir professionnel, la jeunesse universitaire en tout cas se trouve désemparée. Les meilleurs s'interrogent, cherchent, s'angoissent, réclament un but et des responsabilités. D'autres, et qui ne sont pas toujours les pires, se tournent vers la négation, le refus total et le goût de détruire. Détruire quoi? Ce qu'ils ont sous la main d'abord et pour l'étudiant, c'est l'université. Et puis la société, non pas la société capitaliste, comme le croit M. Juquin, qui demande donc l'avis des étudiants de Varsovie, de Prague ou même de Moscou, mais la société tout court, la société moderne, matérialiste et sans âme. Je ne vois de précédent dans notre histoire qu'en cette période désespérée que fut le XVe siècle où s'effondraient les structures du Moyen-Âge et où déjà les étudiants se révoltaient en Sorbonne. À ce stade, ce n'est plus, croyez-moi, le gouvernement qui est en cause, ni les institutions, ni même la France, notre civilisation elle-même. Tous les adultes et tous les responsables, tous ceux qui prétendent guider les hommes, se doivent d'y songer, parents, maîtres, dirigeants, professionnels ou syndicaux, écrivains et journalistes, prêtres et laïcs. Il s'agit de recréer un cadre de vie accepté de tous, de concilier ordre et liberté, esprit critique et conviction, civilisation urbaine et personnalité, progrès matériel et sens de l'effort, libre concurrence et justice, individualisme et solidarité. Je ne cherche pas, mesdames et messieurs, à éviter le débat politique. Nous aurons l'occasion d'ici peu d'en parler et d'en parler complètement. Mais en évoquant rapidement le fond des problèmes, qui sont en fin de compte d'ordre philosophique plus encore que poétique, ou du moins relèvent de la politique au sens le plus élevé du terme, je ne crois pas m'éloigner de la question immédiate qui est celle de notre jeunesse. Il y a 3 jours, au lendemain d'une nuit d'émeute, j'ai délibérément choisi avec l'accord du général de Gaulle l'apaisement et j'ai fait les gestes nécessaires. Aujourd'hui, j'ai fait appel à la coopération de tous et d'abord des étudiants et je ferai les gestes nécessaires. Notre pays veut la paix, notre peuple veut être heureux. Ce n'est que dans le calme et dans la collaboration de tous qu'on trouvera la voie. Puisse cette fois aussi mon appel être entendu. Vive la France, vive Georges Pompidou.